Donc, bonjour à nouveau à toutes et à tous et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour cette dernière session du séminaire de clôture du projet COEX, Étendard de l'Agropolis Fondation. Pour cette dernière session, donc, on vous propose une table ronde avec sept éminents panélistes qui vont nous aider à mettre en perspective les résultats du projet COEX sur les questions de posture et responsabilité de la recherche dans les démarches collaboratives. Donc, pour cela, on vous propose de les écouter autour de deux rounds de questions. Le premier, autour des témoignages de quatre d'entre eux sur leurs témoignages dans l'équité, dans la collaboration qu'ils ont pu rencontrer au cours de leur carrière, des projets, des initiatives qu'ils mènent. Donc, dans ce cadre-là, on entendra Astou Camara, Bettina Haussmann, Riccardo Bocci et Karel Ijmilson. J'espère que je prononce bien votre nom, Karel. Et puis, dans un deuxième round, sur des questions plus de positionnement dans les enjeux stratégiques de la recherche institutionnelle. Comment est-ce qu'on fait finalement pour intégrer cette réflexivité, toutes ces questions que pose la notion de responsabilité de la recherche dans les relations sciences-société. Et donc, dans ce cadre-là, on entendra Lionel Larquet de l'association Alice pour une alliance sciences-société. Et puis, on aura le plaisir d'accueillir également Étienne Inzelin et Genovefa Blundo Canto de l'initiative Impress qui mettent en œuvre depuis quelques années cette initiative d'analyse d'impact de la recherche au CIRAD. Donc, voilà, on peut débuter peut-être avec Astou, si vous êtes parmi nous. Astou Camara, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez allumer votre... J'ai allumé la vidéo et le micro. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Oui, on vous entend très bien. Alors, peut-être dans un premier temps, je me permets de vous présenter à l'audience. Vous êtes Astou Camara, anthropologue, et vous dirigez le bureau d'analyse macroéconomique à l'Institut sénégalais de recherche agricole, donc plus couramment appelé le BAM. Et qui est un des partenaires du projet COEX. Donc, j'avais envie de vous demander finalement comment les deux projections que nous venons de voir un peu plus tôt dans l'après-midi, la première sur le théâtre forum autour des tensions éventuelles qu'il pouvait y avoir dans les projets de collaboration, la seconde sur l'initiative menée dans le projet COEX d'écrire un manuel de collaboration. Comment ces deux projections, est-ce que vous en avez retiré, résonnent finalement avec votre propre activité de gestion partenariale, que ce soit avec des organisations de la société civile ou des organismes de recherche étrangers? Merci. Donc, merci de m'avoir invité déjà à cette table ronde et de me donner la parole sur cette question qui est, je dirais, d'actualité dans les débats que nous avons avec un certain nombre de collègues depuis un moment. Les deux représentations que nous avons vues et ce que nous avons entendu des débats, à mon sens, révèlent de décalage de diverses formes entre des acteurs engagés dans des processus de recherche collaborative. Alors, ce que la pièce révèle, je ne vais pas présenter parce que tout le monde l'a vu, mais on y voit un ensemble de contraintes, d'incompréhension entre les acteurs de la recherche, les chercheurs et la société civile agricole. Alors, ça résonne bien par rapport à nos activités, surtout nous qui sommes des chercheurs en sciences humaines et sociales, engagés le plus souvent dans ces processus-là de recherche et avec souvent une posture de facilitation qui nous met parfois dans des situations difficiles. Et parce qu'on se retrouve dans des contextes d'échange entre des acteurs tous convaincus de la nécessité de s'engager dans des dynamiques collaboratives, mais qui se heurtent devant des contraintes. Et ces contraintes-là, on les a vues dans la pièce de théâtre. C'est de l'incompréhension parce qu'on se parle sans se comprendre. C'est d'inégalité parfois, je dirais, entre les chercheurs, par exemple, et les organisations de producteurs. Inégalité, par exemple, dans la manière de comprendre, de se saisir des cadres je vais me répéter, des cadres qui encadrent les conventions de recherche.
parfois des inégalités. En fait, ces inégalités-là, pour moi, sont de diverses formes et dont on n'a pas conscience et qui rendent complexes nos relations de collaboration. Alors nous, dans la gestion, pour essayer de raccrocher ça à une réflexion sur la gestion, je ne peux pas même dire une gestion partenariale, mais en tant que chercheur en sciences humaines et sociales, je peux dire que depuis pratiquement une dizaine d'années, nous sommes appelés à engager dans des processus de recherche où on se retrouve entre plus ou moins à gérer entre guillemets une tension entre des collègues chercheurs plus de domaines plus techniques avec des acteurs de la société civile. Et ça, pour moi, ça montre également une certaine diversité que nous avons même au sein du monde de la recherche entre nous chercheurs, à nous saisir des enjeux de la recherche collaborative parce que nous n'avons pas les mêmes postures au niveau de la recherche, nous n'avons pas la même manière de comprendre et de nous projeter dans ces processus-là. Et ça, c'était quelque chose que je voulais relever. L'autre élément qui nous interpelle et qu'on voit bien dans la pièce, c'est qu'on se rend compte finalement que l'hybridation des connaissances issues de ces processus-là semble ne parler qu'à un seul type d'acteur qui est en tout cas dans la pièce la recherche, et quand même même si c'est caricatural, c'est quand même ce qui se passe le plus clair du temps. Donc on se retrouve dans des processus d'échange, de partage de connaissances qui à la fin sont traduits par les chercheurs dans un langage et par des codes de légitimation qui ne leur parlent qu'à eux. Et voilà, alors que les organisations, par exemple, la société civile, ne se retrouvent pas dans les mêmes types d'intérêts. Donc là également se posent d'autres c'est pas forcément des inégalités, mais en tout cas des différences dans les positionnements et dans les intérêts des acteurs. Autre élément que la pièce et même le manuel ce que ça me permet de penser, de réfléchir, c'est que la pièce ne met pas forcément en avant cette dimension-là dans la recherche collaborative et qui, moi, en tout cas personnellement, ou je pense que j'ai beaucoup d'autres collègues dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest qui sont parfois interpellés, parfois même heurtés, c'est dans les relations entre les organismes de recherche, plus sensibles, je pense, à exprimer, mais en tout cas qui sont là, où se joue de la complexité de la gestion partenariale, que ça soit au sein, par exemple, de dispositifs partenariaux, les DP, comme le dispositif je ne peux pas dire du CIRAD, mais en tout cas, dispositif dans lequel le CIRAD est bien leader, mais également d'autres, ou bien que ce soit dans des conventions particulières de recherche. Ici jouent également des formes d'inégalité qui, quand je regardais la pièce passer, ça m'a facilement fait réfléchir sur les relations, la gestion de la comment on appelle, de la coopération scientifique quand il s'agit de terrain sud. Donc, nous sommes sur des terrains sud où nous travaillons avec des chercheurs venus du Nord. Et on se retrouve dans des situations parfois d'inégalité, je peux dire, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes situations, dans les mêmes capacités de mobilisation de ressources. Parfois, nous ne sommes pas dans les mêmes capacités d'accès à certains types de plateformes de connaissances ou bien de technologies tout court. En tout cas, il y a là des tensions qu'on les dise ou pas, qu'on les exprime ou pas, se jouent entre nous. Et des exemples sont là. Par exemple, dans la pièce, quand on voit des organisations de producteurs qui se pensent partenaires se retrouvent prestataires, nous sommes dans bien des cas dans ce cas de figure-là où on se retrouve dans des dynamiques de recherche sur des terrains sud avec des partenaires du Nord, des projets négociés là où parfois nous ne sommes pas,
et où on se retrouve prestataire. Et ça pose question en ce moment. Et on peut démultiplier les exemples de cas pareils. Et la manière de gérer cette situation-là aujourd'hui, en tout cas, la question n'est même pas posée. Quand je regardais la pièce et le manuel, je me disais, mais à quand un manuel sur la coopération comme ce type de manuel-là qui aujourd'hui permet de faire se rencontrer d'acteurs différents qui ont des postures différentes et qui n'en ont pas forcément conscience. Et enfin, je pense que le fait d'objectiver ces situations-là de tension, ça permet voilà, le fait d'en faire déjà des objets de recherche permet, je pense, de faire se rencontrer, de faire se frotter les sensibilités de divers acteurs et je pense peut-être à l'épreuve du temps, des expériences, du débat, de controverse permettrait certainement d'ouvrir des pistes, voilà, des perspectives beaucoup plus intéressantes pour tous les acteurs. Voilà, je me limite à ça pour le moment. Je ne sais pas si j'aurai un second tour de pouvoir m'exprimer, mais voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Estudiao Camara. Du coup, on vous a bien entendu ici, c'était très clair. Pour le second tour, on verra un petit peu le temps qu'il nous reste. Il y a 7 panélistes qui sont prévus, mais ça sera avec plaisir si le temps nous le permet. Donc, vous approfondissez en fait la question de décalage qui ont été soulignés dans les projections en fait, puisque vous nous parlez des inégalités à 3 niveaux entre les acteurs paysans et les chercheurs, bien évidemment, ça a été longuement abordé, mais aussi entre les chercheurs de disciplines différentes, les chercheurs en sciences sociales et en sciences techniques, et enfin entre les organismes de recherche nord-sud. Et vous insistez sur le fait qu'il y a des inégalités prégnantes dans la mobilisation de ressources financières, technologiques, et que parfois vous vous retrouvez vous-même dans la situation de prestataire et vous appelez de vos voeux un manuel sur les partenariats de recherche Nord-Sud. En tout cas, je pense qu'ici, dans la salle et dans l'audience, il y a peut-être des gens qui réagiront à cela du CIRAD ou d'ailleurs. En attendant, moi, j'avais envie aussi de donner la parole à Bettina Haussmann. Est-ce que, Bettina, vous êtes parmi nous? Oui, je suis là. On vous entend très bien parce que du coup, vous, peut-être que vous allez pouvoir faire le lien avec ce que Astou Camara vient de nous présenter, puisque vous travaillez au sein du programme de recherche collaborative sur les plantes cultivées de la Fondation McKnight, CCRP, qui a complètement finalement renouvelé les modalités de partenariat entre agriculteurs et chercheurs, notamment sur les questions d'amélioration variétale. Donc peut-être que vous pouvez nous partager dans un premier temps les projets de sélection participative que vous financez dans le cadre du CCRP, et puis dans un second temps, comment vous concevez, vous, à la Fondation McKnight, la responsabilité de la recherche dans le cadre de ces projets de sélection. Est-ce que votre conception, enfin, fait-elle écho aux 2 vidéos que nous avons visionnées en début d'après-midi? Voilà, je vous laisse du temps pour répondre à ces questions. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, notre programme de recherche collaborative en agriculture de la Fondation McKnight travaille à assurer un monde où tous ont accès à une alimentation nutritive produite par les populations locales dans une manière durable. Nos valeurs fondamentales sont la collaboration authentique et aussi la diversité, l'équité et l'inclusion. Maintenant, pour décrire un peu les programmes de sélection participative, c'est depuis l'année 2006, la Fondation McKnight a financé la sélection participative du sorgho et du mil au Mali, Burkina Faso et au Niger. Dans un premier instant, étant donné la diversité des conditions et des contextes biophysiques et sociaux dans ces pays,
les projets ont jugé important de comprendre d'abord la diversité des besoins des agriculteurs. Et là-bas, il ne s'agit pas seulement du rendement des graines. En fait, les producteurs peuvent avoir des besoins très divers. Il y a les uns qui cherchent des variétés adaptées à l'intensification. Il y a d'autres qui cherchent des variétés adaptées aux faibles intrants. Il y a d'autres qui cherchent des variétés précoces pour pouvoir manger dans la période de soudure. Il y a d'autres qui recherchent des variétés tardives pour la commercialisation. Cela veut dire aussi qu'il n'y a pas une variété unique qui peut servir tout le monde et donc l'implication pour les sélectionneurs est de plutôt développer un panier des options variétales pour servir cette diversité des producteurs et productrices. Et cela peut se faire à travers des programmes de sélection participative. Dans ces programmes, les productrices et producteurs sont donc associés à toutes les étapes du programme de sélection. Et ça commence avec la négociation des objectifs du programme de sélection et la priorisation des critères de sélection. C'est ensemble on définit ces critères. Après, même dans la création de la variabilité, les productrices et producteurs peuvent prendre part dans la décision quelle variété à recombiner. Après, maintenant, dans le développement des variétés expérimentales, les productrices et producteurs peuvent aussi être associés à l'étape, soit ils viennent sur la station de recherche pour aider à sélectionner le bon matériel, soit ils conduisent aussi des tests au milieu réel. Après ça aussi, dans le test de ces variétés expérimentales, les producteurs doivent être associés et nous jugeons que c'est très important que ces tests se font dans des conditions pertinentes qui représentent la diversité aussi des contextes des producteurs et cela veut dire que ces tests des variétés expérimentales doivent se faire à une échelle très large. Et pour atteindre cela, notre programme a développé cette approche de réseau de recherche par et avec productrices et producteurs. En anglais, c'est Farmer Research Network. Et là, on profite un peu de l'infrastructure que les organisations paysannes et les projets de développement ont établi dans les zones rurales et ont coopéré ensemble dans les tests de ces variétés. Après ça, aussi, un aspect important est que dans notre programme, ces programmes de sélection participative sont toujours allés main à main avec les travaux sur les systèmes sémencières locaux et le renforcement des acteurs locaux comme les coopératives sémencières gérées par des productrices et des producteurs qui ont donc après pris la responsabilité pour produire les semences de qualité de ces variétés dérivées de la sélection participative. Dans notre cas, ces variétés et programmes de sélection participative sont toujours restés dans le domaine public. C'était un peu comme dans la vidéo aussi. La représentante du bailleur a dit donc ça reste dans le domaine public et c'est tout. Mais je pense aussi nous devrons donc réfléchir comment peut-être introduire une dénomination d'origine protégée, quelque chose comme ça. La seule chose qu'on a insisté est que ceux qui ont contribué à la sélection participative dans la registration des variétés aussi, ils devraient être reconnus explicitement. Maintenant, relatif à la responsabilité de la recherche, dans notre programme, on a établi quelques principes et ces principes se réfèrent à l'inclusion, comme déjà dit, et aussi la collaboration authentique, la contextualisation de la recherche, la co-création, la cohérence des valeurs et la cohérence systémique. Comme déjà dit, je pense dans ces programmes de sélection
participative, les agriculteurs devraient influencer les décisions prises dans le programme, de la définition des objectifs jusqu'à la dissémination des variétés. Ils ne devraient pas juste être utilisés comme des manœuvres pour effectuer ce programme de sélection. Je pense qu'il est très important pour les chercheurs de prendre assez de temps pour créer la confiance, et cela implique aussi un engagement à long terme et aussi la capacité d'écouter. Il faut enlever cette tension entre producteurs et chercheurs, comme il a été très bien dit dans la vidéo. Cela peut dire aussi peut-être de passer une nuit dans les villages, causer les soirs, interagir avec les gens et devenir un peu comme une famille où on se dit la vérité. Sinon, on ne peut pas avancer ensemble. Il est aussi important d'apprendre des agriculteurs et aussi des variétés locales qu'ils ou elles cultivent. Et cela peut se faire seulement au champ. Ce n'est pas dans une salle de réunion où on peut apprendre ce qui se passe dans les champs. Et là aussi, c'était un aspect qui a été très bien décrit dans la vidéo. Quand les productrices ont dit « non, je ne me sens pas à l'aise ici », c'est juste ça, il faut être au champ. Je pense, malgré nous sommes quand même un projet de recherche et on pense que les chercheurs ont aussi la responsabilité dans un programme de sélection de s'assurer d'aller au loin de juste une sélection massale où on n'attend pas beaucoup de gains de sélection. On peut aussi combiner les effets sophistiqués de sélection et même les outils modernes avec une sélection participative. Donc, combiner les savoirs des sélectionneurs, de la génétique quantitative, des théories de la sélection, avec le savoir local des productrices et producteurs. Et comme ça, ensemble, on va avoir des gains de sélection plus pertinentes. Et je pense à la fin, comme j'ai dit, toujours nos programmes de sélection participative étaient combinés avec des projets sur le renforcement des systèmes sémenciers. Et ça, c'est important pour associer les productrices et producteurs dans ces chaînes de valeur de production et commercialisation des semences. Dans nos projets, nous avons toujours formalisé les accords avec les organisations paysannes, partenaires, et les rôles et les responsabilités étaient négociés ensemble et aussi les budgets pour chaque partenaire. Pour moi, c'est très important que c'est fait comme ça dans notre programme. Mais cependant, comme je dis, nous n'avons pas encore de solution pour les questions de droit de propriété intellectuelle. Et j'attends déjà ce manuel du COEX de m'inspirer encore de ça pour avancer un peu plus. Comme j'ai dit, jusqu'à présent, les variétés dérivées de ces programmes de sélection participative de la Fondation McKnight sont restées dans le domaine public. Et avec ça, je crois que je m'arrête et j'attends vos questions ou commentaires. Merci. Merci beaucoup, Bettina Haussmann, pour toutes ces précisions. Je vous propose qu'on donne la parole aux autres panélistes afin de laisser tout le monde s'exprimer. Et si dans l'audience qui est avec nous en ligne aujourd'hui, il y a des questions, n'hésitez pas à les formuler dans le module questions-réponses. Elles seront modérées par nos personnes en local et posées aux panélistes à la fin de la session. Vous avez parlé de beaucoup de choses, Bettina, sur les actions que vous menez à la Fondation McKnight au Burkina Faso, au Mali, au Niger, sur la sélection participative. Et vous avez notamment souligné des questions qui n'avaient pas tout à fait été abordées jusque-là, notamment la question des droits de propriété intellectuelle à l'issue de ces programmes de recherche de sélection participative. Vous rappeliez la dimension confiance, la dimension transparence aussi dans la collaboration et aussi la dimension travail sur le temps long.
qui fait parfois écho au fait que dans la recherche sur projet, on a du mal à travailler sur ces questions du long terme. Et c'est toute la question qu'on se pose dans COEX autour de l'Observatoire de suivi des résultats, pérennisation de ces dynamiques. Vous avez aussi parlé d'aspects économiques, puisque pour vous, le renforcement de la place des producteurs dans les systèmes semenciers passe par les impliquer dans la chaîne de valeur, de production, de multiplication des semences, donc trouver une rémunération aussi dans leur implication dans les projets de recherche, dans la production de semences. Tout ce que vous nous livrez là, finalement, est un contexte qui est un peu spécifique, finalement, à l'Afrique de l'Ouest, où les questions de propriété intellectuelle et de chaîne de valeur ne sont pas abordées de la même façon qu'en Europe. Et pour faire pour nous renseigner un petit peu sur ce qui se passe en Europe, j'aimerais donner la parole à Riccardo Bocci pour nous parler un petit peu de ces enjeux européens. Riccardo Bocci, vous êtes en effet le directeur du réseau Semences Paysannes en Italie, le Rete Semi Rurali, avec l'accent j'essaye. Et puis vous avez coordonné 3 projets de recherche au niveau européen sur la gestion dynamique de la diversité agricole. Vous avez par ailleurs participé au projet COEX et plus particulièrement à la réflexion sur le renouvellement de la gouvernance des banques de gènes dont a parlé Selim Loafi en début d'après-midi. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous partager vos expériences de collaboration nouvelles mises en place au niveau italien avec les organisations de recherche, donc là à l'échelle italienne, et puis dans un deuxième temps, est-ce que vous pouvez finalement mettre en perspective comment vous voyez finalement, au vu des considérations portées par le projet COEX sur le renouvellement des pratiques de collaboration entre OP et chercheurs en Afrique de l'Ouest, comment est-ce que vous voyez un éventuel lien à faire avec ce qui s'invente à l'échelle européenne actuellement? Merci beaucoup. Je suis chez moi dans mon bureau près de Florence, dans la campagne. Et je vous remercie pour m'avoir invité aujourd'hui à être avec vous, c'est un plaisir. Une petite présentation, j'ai pas coordonné des projets de recherche européenne, mais j'ai participé avec une coordination de l'INRA, et c'était plutôt Véronique Chable de l'INRA de Rennes qui coordonnait les projets. Et j'étais comme partenaire, j'ai coordonné des work packages dans les projets. Alors, nous sommes un réseau qui s'occupe des semences en Italie, avec une trentaine d'organisations, même des sociétés, des boîtes de semences qui sont des membres du réseau italien. Et par rapport au travail avec les banques de gènes qui ont fait en Italie, je peux dire qu'on a commencé il y a une dizaine d'années à questionner les banques public par rapport à son rôle dans la société. Parce que pour nous, c'est très important d'avoir l'accès aux ressources publiques qui sont gérées dans les banques des semences, parce que c'est avec ça qu'on peut mettre en place des projets de recherche participative et décentralisés, comme on a commencé à faire. Alors, nous, on travaille avec plusieurs institutions de recherche publique en Italie. On a en Italie une structure qui est plus ou moins comme l'INRA, un peu plus petit, et on a fait des contrats d'échange avec légal avec 4-5 centres de recherche qui sont finalisés d'un côté à l'accès aux ressources qu'ils gèrent, et de l'autre côté, à développer, si on a les capacités, des projets collaboratifs, participatifs ensemble. En particulier, je vais vous dire sur les projets qu'il y en a sur les maïs. Et là, on a collaboré avec les centres de recherche publics sur les maïs qui se trouvent en Italie, près de Bergamo, au nord de l'Italie, qui a été un peu comme les Sémites au Mexique pour la Révolution verte, parce que c'est le centre de recherche qui a amené, après la Deuxième Guerre mondiale, les variétés hybrides des États-Unis. Et alors, pour nous, ça a été aussi symbolique de faire un accord avec eux, pas sur les hybrides américaines pour les vaches, mais pour travailler sur les variétés locales italiennes, pour faire une population évolutive, comme on l'appelle, des maïs pour l'alimentation humaine.
Et on a ces programmes avec eux. Ils ont fait des croisements avec des variétés locales qu'on a choisies ensemble. Et après, maintenant, on a une dizaine de paysans qui gèrent la population dans différents endroits en Italie pour voir comment elle évolue dans des milieux différents. Alors, c'est pas toujours simple parler avec les chercheurs. On a tout un côté, je sais pas si vous m'avez parlé ce matin parce que j'ai pas pu suivre toute la matinée, mais les côtés de l'écoute réciproque et les temps qu'ils nécessitent pour se connaître, parler la même langue et tout ça, c'est quelque chose de vraiment important aussi avec les chercheurs, pas seulement avec les mondes paysans. C'est-à-dire, il faut dédier beaucoup de temps pour se rencontrer, expliquer le travail qu'on fait. Il y a tout un côté transparence sur les activités qu'on fait qui est très important pour avoir la confiance réciproque. Et après, un autre accord spécifique, c'est avec la banque de Bari, qui est au sud de l'Italie. Et là, c'est la banque qui gère beaucoup de variétés qui ont été prises dans tous les pays de la mer Méditerranée. C'est une banque très large avec beaucoup d'accession des céréales qui n'a pas vraiment beaucoup d'argent pour régénérer les matériels qui est stocké dans la banque. Alors là, nous, on aide gratuite la banque, on a un accord. Chaque année, on choisit ensemble des accessions de céréales que nous, on multiplie et après, on redonne à la banque et nous, on garde un petit stock pour nous, pour faire des projets de réintroduction des variétés locales et tout ça avec les paysans. Ça, c'est une autre chose. On ne touche pas encore à la recherche participative, mais c'est plutôt aider la partie publique qui n'arrive pas à suivre et à faire, je dirais, les travaux pour lesquels nous, on pense qu'ils sont payés. Mais l'argent, c'est très peu pour les banques en Italie maintenant. Et par rapport au travail avec les banques, je voulais aussi souligner le fait que nous, on parle au niveau national, l'Italie, la France, mais c'est très important aussi savoir qu'on peut avoir accès aux ressources qui sont gérées au niveau international par les centres de recherche internationaux. Nous, par exemple, on a fait un projet sur les riz qui vient de démarrer il y a 2-3 ans qu'on a commencé, et on n'avait pas chez nous les variétés locales des riz italiennes. Et c'était difficile de collaborer avec la banque publique qui gère ça. Alors, on a demandé les variétés à la banque des Philippines, à l'IRRI, pour avoir les variétés italiennes qui étaient conservées là-bas. Ça a été très simple. On a signé l'accord de transfert de matériel de l'FAO. On a bien marché. C'est-à-dire que quelquefois, si on trouve la possibilité de travailler avec les banques au niveau national, on peut s'adresser ailleurs pour avoir accès aux variétés. Commentaire sur la partie du travail en Italie, c'est que encore la plupart des scientifiques ne participent pas au processus social, c'est-à-dire ils sont un peu des acteurs qui ne sont pas mélangés avec les acteurs au niveau social, et ils ont encore un peu une logique d'exploitation et pas vraiment de collaboration avec nous. Mais ça, j'espère que ça va changer. Par rapport à l'Europe, c'est vrai qu'on a en Europe beaucoup de projets qui maintenant parlent de recherche multi-actorielle, même si aussi là, on voit encore que la plupart des chercheurs sont dans une démarche d'exploitation plutôt que vraiment de collaboration. Aussi parce que c'est pas simple gérer un projet de recherche européen du point de vue administratif et tout ça. Et je voulais souligner par rapport à l'échange entre Afrique et Europe deux choses. La première, c'est que nous, en Europe, on a commencé à changer les lois semences. Ça fait quelques années qu'on a commencé à mettre plus de diversité dans notre loi semences, dans nos lois semences, et dans l'année prochaine, en bio, on peut vendre des semences qui ne sont pas stables, homogènes, mais qui sont des populations. C'est ce qu'on appelle des matériels hétérogènes. Alors, je pense que ça serait très bien avoir des échanges avec les pays de l'Afrique pour expliquer que nous, on s'est battu en Europe pour changer les lois semences qui n'étaient pas adaptées au bio ou à la diversité.
Et maintenant, en Afrique, il ne faut pas vraiment copier-coller des lois semences qui reviennent des années 60. Et de l'autre côté, nous, on a beaucoup à prendre par rapport au travail que vous faites en Afrique sur les maisons de semences. C'est quelque chose que maintenant, on commence à voir aussi en Italie, aussi en France et dans les autres pays de l'Europe. Mais ça vient de démarrer, on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience et ça serait très bien avoir des échanges au niveau des maisons de semences parce qu'il ne faut pas oublier que les maisons de semences, ce sont des organisations qui sont entre la recherche publique ou les banques des gènes et les organisations des paysans. Et je pense que c'est très important de réfléchir sur les intermédiaires qu'on peut mettre entre paysans et chercheurs, parce qu'on n'a pas seulement ces deux acteurs, mais on a plusieurs acteurs. Et au moins, ça, c'est l'expérience qu'on a en Italie. Il faut vraiment avoir des nouveaux agronomes, pas l'ingénieur agronome qui sort de l'université, mais vraiment des nouvelles personnes qui sont capables de parler différentes langues, qui ont différentes compétences et qui peuvent être les intermédiaires entre le monde paysan et le monde des chercheurs. Je pense que ça, c'est vraiment très important pour développer les projets de gestion dynamique de la diversité. Et je termine avec une petite chose qui revient à la question de la propriété intellectuelle. Nous, on a travaillé sur une population de blé tendre développée avec l'aide de l'ICARDA il y a quelques années. Et cette population maintenant est vendue par des paysans avec une licence open source, c'est-à-dire sans propriété intellectuelle, parce qu'on ne peut pas la protéger. Et je pense que c'est très important de commencer à travailler sur cette idée de open source pour voir comment on peut la développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Riccardo Bocci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Oui. Merci Riccardo pour toutes ces précisions. Vous nous partagez finalement votre expérience du réseau semences paysannes italien, le Rete Semi Rurali, et vos liens avec la recherche italienne, l'importance fondamentale que vous posez sur la ressource publique qui est issue des collaborations pour faire fonctionner des projets décentralisés de sélection. Et puis des accords symboliques que vous menez que vous avez conclus avec des institutions de recherche, des banques de semences pour finalement travailler main dans la main sur la régénération, la multiplication de variétés de variétés cultivées. Vous parlez aussi de l'importance à l'échelle européenne à l'échelle européenne internationale des banques qu'il ne faut pas oublier, des banques internationales pour parfois récupérer des variétés. Vous mentionnez un exemple de riz en Italie, et puis vous restez quand même parfois perplexe sur les logiques des chercheurs avec qui vous collaborez, où il y a un paradigme d'exploitation parfois plutôt que de collaboration, mais vous avez bon espoir. Et puis enfin, sur la question Afrique et Europe, il y a de votre part un intérêt autour des questions de maisons de semences où vous dites avoir beaucoup à apprendre de l'Afrique, et ça peut donner lieu à des échanges d'Afrique vers l'Europe, comme on en voit assez peu malheureusement. Et puis vous questionnez la valeur, la question des intermédiaires entre les paysans et les chercheurs. Et enfin la licence, l'importance des licences open source pour travailler sur ces questions d'équité dans les collaborations entre chercheurs et paysans. Donc merci pour cette contribution. Je pense que je propose à Karel Isselmuden de nous rejoindre, qui est avec nous, que je vois. Karel, vous êtes directeur général du Conseil de recherche sur la santé pour le développement, qui est dans l'acronyme est le CORED, qui est une organisation internationale non gouvernementale qui développe la Research Fairness Initiative, visant à améliorer l'équité des partenariats et le partage des avantages dans les processus de recherche, et cette fois-ci en matière de santé. Donc vous faites office un petit peu d'auditeur, de panéliste original aujourd'hui, puisque vous avez travaillé sur les questions de santé et non pas d'agrobiodiversité.
mais vous êtes intéressé par la question du manuel de collaboration et les partenariats académiques Nord-Sud et le développement d'outils pour l'équité dans ces partenariats. Donc, ma première question est la suivante. Pouvez-vous nous dire quel est le constat de départ, finalement, qui vous a conduit à travailler sur cette initiative, la Research Fairness Initiative, et comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment vous y êtes pris, finalement, pour élaborer vos indicateurs d'équité dans les collaborations scientifiques? Et puis, ma deuxième question à votre endroit, c'est quelles sont vos impressions et commentaires sur ce qui nous a été présenté cet après-midi, notamment en matière d'intégration d'acteurs non académiques dans les collaborations scientifiques Nord-Sud. Voilà, je vous laisse 10 minutes pour répondre. Merci, Karel. Merci beaucoup. Je veux dire premièrement que heureux d'avoir une opportunité de parler sur la Research Fairness Initiative, l'initiative pour une recherche équitable. Et deuxième chose, je veux faire mes excuses pour mon niveau de français, c'est pas très bon. Je suis sud-africain et néerlandais et les deux ne parlent pas le français très bon. Allez, j'espère que vous me comprenez et si jamais je ne peux pas dire en français, je prends l'anglais. Je vais essayer de faire un share screen. Allez, pour répondre à la première question, j'utilise le début du CORED, le Conseil pour la recherche pour le développement. C'était en 1990 et le grand rapport s'est produit à parler d'un 1090 gap. Un gap, c'est un écart, je pense, et ça veut dire que seulement 10% des ressources de recherche sont utilisées pour faire des recherches sur 90% des conditions qui font des maladies ou des mortalités. Et je pense que bien que nous sommes dans le terrain de santé, on commence dans la santé, ça c'est très générique, c'est pas seulement de santé. Et une des grandes choses pour résoudre ça, c'était le Research Partnership, les partenariats en recherche. Et c'est pour ça qu'ORED s'intéresse sur le partnership, le partenariat. Et c'est très clair quand on regarde Nature, Nature Medicine, Nature Index, collaboration et, comment on dit, building high quality partnerships, des high quality systems of research dans les pays en voie de développement. Le partenariat, c'est important, mais pas tous les partenariats. Ça doit être un partenariat qui assiste le pays d'être meilleur après le research qu'avant pour prendre le leadership dans la recherche. Et ça, c'est un problème continu et pour ça, on est arrivé sur la RFI. Pour montrer ça, je prends seulement un très peu de publications sur l'idée. Ça, c'est une des choses dans la santé, moving to research partnerships in developing countries. C'est in the British Medical Journal dans l'année 2000. Et ça continue. Chaque année, ils sont des autres, The Lancet 2010. Et j'étais vraiment étonné en 2014, Nature a trouvé que c'est nécessaire de publier cette opinion qu'un partenariat avec des scientifiques locaux doit être obligatoire. Et moi, je viens d'un terrain en médecine en Afrique du Sud. C'était, disons, totalement étonnant que c'était nécessaire en 2014 qu'encore on doit dire ces choses-là. Mais de surprise, vraiment, c'était en avril maintenant, une lettre que vous avez peut-être vue. C'est une open letter to international funders, une lettre ouverte pour les bailleurs de fonds pour recherche en santé et développement en Afrique. Et l'histoire, c'était un grant de 30 millions de dollars US. Et
c'est pour recherche en malaria et c'est seulement 6 organisations américaines qui le font et pas de partenaires africains. Et ça, c'est 2021. Ça veut dire, ça, c'est que motiver nous pour faire une chose qui fait un à cette chose-là, qui donne pas de publication continue. C'est bon pour les publications, c'est bon pour ton CV d'avoir une publication. Mais en effet, on a l'idée qu'il n'y a pas vraiment un mouvement entre 2000 et 2021. Alors, on a co-créé, pas créé, mais on a co-créé avec beaucoup de chercheurs, des bailleurs, des gens en pays du Nord, du Sud, le RFI, le Research Fairness Initiative. Et en effet, on a trouvé qu'ils ont 3 grandes phases d'égalité, d'équité. Même avant la recherche commence, c'est souvent l'institution dans le pays riche qui ont le call for proposals, le grant, l'argent. Après, il vient au Sud. Et c'est-à-dire, c'est déjà à ce moment-là, il n'y a pas d'équité d'opportunité. Ils sont des indicateurs des choses avant la recherche. Ils ont des choses pendant la recherche et beaucoup de manuels que nous avons vus, c'est apparemment pendant la recherche. Et ils ont des choses comme ça très importantes. Et après, le 3e domaine, ça c'est mon passion vraiment à moi, quand on fait de recherche ensemble, souvent la solution, disons la sémence ou la variété, reste ou le médicament dans la santé, une chose nouvelle qui peut être utilisée par un pays en voie de développement, mais tout de social capital, la recherche, les gens, le financement, la capacité des institutions, ça reste au nord. Spécifiquement, disons, dans la santé, quand on voit le grand collaboration du business privé et recherche publique à Seattle, Washington, c'est tout autour du Bill Melinda Gates Foundation et ça reste là, c'est très important. Et les choses qui viennent au pays au sud, c'est un problème. Et c'est vraiment le problème que Mme Astudillo Camara a déjà mentionné, c'est le 3e niveau. Sur le RFI, le système, en effet, c'est très facile. Quand on écrit un rapport pour son institution, ils sont des questions. Et le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que c'est l'article politique? Deuxième, est-ce qu'ils sont des documents, des exemples, des vidéos, disons, pour partager? Pourquoi on peut partager pour tout le monde, pas seulement dans un petit projet? Et 3e, le plus important, et dans les 2 ans à venir, qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qu'on va améliorer pour améliorer notre pratique, notre politique de recherche? Et c'est pas seulement une institution du Nord, c'est aussi des institutions du Sud qui doivent faire le même. C'est équitable, ça. C'est pas seulement une chose au Nord. Le grand picture, disons, du Research Fairness Initiative, c'est 2 choses. 1, de reporting, où les améliorons les apprentissages institutionnels. J'ai dit ça. Une institution fait beaucoup de choses. J'ai donné l'exemple de l'Université Alioune Diop à Bombay, aussi en agriculture. Disons, ils ont beaucoup de conventions avec une institution en Suisse et quand on regarde le contrat en effet ne mentionne pas l'équité et même si en Suisse il y a un très bon code of conduct, un très bon manuel comme le manuel de COEX national et pourquoi pas dans le contrat attacher le Code of Conduct de Suisse comme guideline. Et déjà ça veut améliorer l'institutionnel, la coopération institutionnelle. Ça, c'est institutionnel. Le deuxième, Global Learning, c'est l'apprentissage global. Ça donne, disons, quand on fait des analyses
sur des rapports, plutôt des rapports, on voit des problèmes, on voit des choses, on voit des solutions. Et c'est très facile, avec une base de données et analyse agrégée, d'établir des références, des normes. Et ça, c'est disons, dans le terrain de science, quand on ne fait pas dans le partenariat. Pour nous, la recherche, c'est même pas seulement avec l'Afrique, mais même la recherche en Europe, la recherche entre Europe et Japon ou entre Europe et l'Amérique, ça a deux choses. Un, c'est le savoir. L'autre, c'est les partenariats, les institutions, l'infrastructure. Et les deux doivent marcher ensemble. Et le Global Learning fait essayer de faire ça routinement. Alors, ça c'était, disons, notre travail. Maintenant, il y a beaucoup des institutions qui le prennent. Même en France, le IRD est presque fini. Le INSERM doit une recommandation pour le faire dans le nouveau plan stratégique à 2025. J'espère qu'on peut parler avec le CIRAD pas trop longtemps parce que je pense que de plus en plus on le fait, de plus on peut apprendre. On n'a pas besoin d'un autre article de 10 ans après, un autre forum, disons, qu'on n'était pas membre, on était pas partenaire, on était quelque chose de différent. Ça, c'est le RFI et je laisse là. C'est seulement un diapositive final pour commenter sur le manuel et de COEX. Et je dois dire qu'un des critiques sur le RFI qui est donné par l'université Alioune Diop c'était déjà deux années, je pense, c'est que nous n'avons pas un indicateur comment la collaboration entre une université et la communauté est faite. Et ça, pour nous, c'est très intéressant. C'est pour ça que je suis très, très intéressé de lire les travaux qu'il fait pour voir comment on fait la recherche ensemble. Le RFI est designed comme un institutionnel, mais maintenant on veut bien inclure des choses, comment faire attention entre des patients, mais aussi des communautés et les instituts de recherche. Il y a beaucoup d'apprendre ici. Mais il y a un win-win, comme on dit, parce que souvent des projets, ils finissent avec un accord. Comme ça, c'est institutionnel. Ou IRD, après beaucoup d'années, ils ont fait un guide aux bonnes pratiques. Ça, c'est déjà la 3e édition de ça. Mais c'est seulement connu en IRD, je pense. Moi, j'ai jamais vu ça avant. Je connais le IRD. Les Canadiens, ils ont un Global Health Research Principles et c'est connu pour les Canadiens, mais j'ai jamais utilisé ça. J'ai vu pas utiliser ça partout. Les Suisses, je pense que ça c'est le meilleur. C'est aussi en français, vous avez dit, c'est très bien. Même la direction, c'est pour les institutions suisses d'être responsables, pas pour les partenaires au sud. C'est un côté du partenariat. Après, ils ont des Global Code of Conduct des institutions OECD. Un dernier, c'est un Global Code of Conduct où on était un partenaire de ça pour Research and Resource Poor Setting. Et ils sont tous là. Et maintenant, nous avons Project COEX. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qui va entendre de ça? Qui va continuer ça? Qui va utiliser ça, peut-être pas même dans l'agriculture, mais aussi dans la santé ou engineering ou de l'eau. Et c'est ça, on veut vraiment coopérer avec Selim. Disons que c'est comment on peut faire que le RFI, c'est aussi une référence qui fait référence à COEX, pas seulement le code suisse ou le IRD, mais aussi le COEX. Et
Et les gens qui utilisent le RFI, alors ils découvrent, disons, le projet COEX et le manuel pour projet collaboratif. Et c'est ça que je veux finir. Je pense que c'est très intéressant pour nous d'enrichir le RFI avec un manuel pour projet collaboratif entre institutions de recherche et organisations paysannes, mais de l'autre côté aussi. Merci. Merci beaucoup, Karel, pour la réponse à ces deux questions et qui apporte en fait un éclairage un petit peu différent de tout ce qu'on a vu dans la journée, donc sur les questions des apprentissages institutionnels. En fait, comment on fait pour intégrer ces questions si importantes de partenariat académique et entre académiques et entre académiques et non académiques dans les institutions de recherche. Vous mentionnez l'IRD pour lesquels il y a déjà des rapports qui sont disponibles et puis vous appeliez de vos voeux une collaboration avec le CIRAD. En tous les cas, vous êtes intéressé par cet apport du projet COEX qui pour vous fait figure de nouveauté, d'innovation organisationnelle entre les partenaires académiques et non académiques, entre les chercheurs et les communautés paysannes locales. Et vous êtes très intéressé pour continuer pour collaborer avec COEX autour de ce manuel. Donc merci pour cela, pour toutes ces précisions et le partage de votre expérience à RFI. Et je vous rassure, votre français est très compréhensible. Donc on a pu profiter pleinement de vos apports. Et ça fait une parfaite transition avec le deuxième round un peu de cette table ronde sur justement comment est-ce que les relations entre sciences et société peuvent être prises en compte dans les enjeux stratégiques de la recherche institutionnelle. Et pour cela, j'avais envie de donner la parole à Lionel Larquet. Lionel, vous êtes directeur général de l'association Alice pour une alliance sciences-société qui travaille donc à structurer au niveau institutionnel les pratiques de recherche entre institutions scientifiques et organisations de la société civile en France et à l'international. Donc, la première question que j'avais envie de vous adresser, c'est finalement, comment est-ce que vous constatez des évolutions sur la question des relations sciences-société depuis la création d'Alice, donc en 2014, et est-ce qu'il y a eu des avancées notables au niveau des pratiques des institutions de recherche selon vous? Et si oui, lesquelles? Je vous remercie. Merci à vous, merci Béron pour l'invitation. Je tiens d'abord à faire un point liminaire, c'est que je me retrouve, mais alors de façon assez stupéfiante, à plus de 300% dans les propos du collègue juste avant du CORED. C'est qu'en fait, on vient de milieux différents, on s'est jamais croisés, et quand je l'écoutais parler, j'avais l'impression qu'il me ventriloquait, qu'il parlait à ma place sur tous les éléments, je dirais, des points de tension institutionnels qu'il a évoqués. On a à peu près ciblé les mêmes. On a ciblé à peu près les mêmes points de friction institutionnelle. Donc, vous venez d'évoquer la question des apprentissages institutionnels. Je pense que vous touchez du doigt ce qui, à mon avis, mérite d'être traité de façon beaucoup plus sérieuse par l'ensemble des institutions de recherche aux échelles nationales et internationales, parce que c'est là-dessus que ça bloque. Puisque le sentiment, je dirais, un peu, positivement désagréable que j'ai en écoutant le cumul des expériences que j'ai entendues cet après-midi, c'est que du point de vue de l'analyse que notre ONG fait, c'est que les acteurs sont épuisés parce qu'on commence toujours à zéro les initiatives depuis 20, 25, 30 ans. Il n'y a pas d'apprentissage des institutions. Les directions changent tous les 4, 5, 6 ans sans qu'il y ait une sédimentation politique des cumuls d'apprentissage collectif. Et en définitive, ce qu'on évoque là aujourd'hui aurait pu être énoncé dans des termes extrêmement proches en 2010, en 2000, en 1995. Et quand on refait une sorte de rebours des acteurs qui sont là depuis très longtemps sur ces questions-là, on a le sentiment qu'il y a une sorte de grosse hésitation, de frein, de peur, de crispation, mais aussi d'insécurité juridique et professionnelle du point de vue des institutions pour savoir quand on rentre dans ce genre de collaboration, dans quoi on rentre. Est-ce qu'on va être évalué au même titre que ceux qui font de la recherche plus standard?
Est-ce que l'institution va être bien notée? Est-ce que les financements vont être arrivés? Est-ce que les formes d'écriture scientifique de papier vont être notées avec les mêmes impact facteurs que les recherches plus standards? Et ces réticences-là, qui sont des vraies réticences, je dirais, du noyau dur du monde de la recherche, expliquent pour partie le fait que les acteurs ont l'impression, année après année, de toujours recommencer à zéro. Et qu'en définitive, il n'y a pas d'évolution politique et institutionnelle. Et de mon point de vue, le portage politique à l'intérieur des institutions de recherche est faible sur ces questions-là. En tout cas, il n'est pas au niveau de ce qui est le propos que je vais tenir maintenant et qui va me permettre de répondre à vos questions. Mais je tenais à faire ce propos liminaire-là que j'avais pas prévu, parce qu'en écoutant l'ensemble des cumuls d'interventions, ça m'a vraiment sauté au visage nous sommes tous alignés au niveau des planètes. On a à peu près les mêmes analyses. On sait ce qu'il faut. Et pour le coup, les établissements d'enseignement supérieur de recherche ont des réticences à franchir ce palier, ce plafond de verre-là, de formaliser d'un point de vue de sécurisation des parcours et des processus de collaboration, ça en termes de politique d'établissement. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je souhaite attirer l'attention, y compris des directions actuelles, passées et futures du CIRAD. Je pense qu'on en est là. On en est à prendre au sérieux ces questions-là, à les instruire de façon beaucoup plus rigoureuse et de sortir de ce que j'ai entendu tout à l'heure au détour d'une intervention, d'une insécurité juridique, par exemple. Quand on dit là, entre des acteurs de recherche et le monde industriel classique, je dirais, on sait à peu près faire des contrats de valorisation, de partage des brevets, de partage des royalties, mais dans nos paysages à nous de collaboration, on a toujours l'impression que c'est pas encore complètement stabilisé. Cette insécurité juridique est un problème, et ça fait à peu près 30 ans que ça dure. L'insécurité d'apprentissage collectif sur les professions et les façons de faire, le collègue du CORED a tout à fait raison, des guidelines, moi j'en ai vu passer une quarantaine en 30 ans. Des guidelines hyper bien écrites, mais alors, au bout d'un moment, elles sont cumulées, les biblios existent, elles sont sédimentées, elles sont prises en compte dans l'accumulation des savoirs et des savoir-faire des institutions. À entendre ce que j'ai entendu cet après-midi et des séminaires auxquels je participe très régulièrement depuis des années, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'on recommence toujours à zéro et que tout est beaucoup plus centré sur la biographie des acteurs. Le chercheur embarqué dans cette collaboration-là redémarre dans sa propre biographie, dans son propre ethos personnel. Il va y construire de l'avancée de carrière, de l'expérience de carrière. Donc, toute une partie du capital va être exprimée du point de vue de la biographie de la personne, mais pas de point de vue du laboratoire ou de l'institution. Et je pense que ça, c'est l'étape qu'on doit franchir. Alors, est-ce qu'on a observé des évolutions depuis 2014 ? Je rappelle pas d'ailleurs, je vous informe que l'association Alice est une petite association et que le lieu d'observatoire dont on parle est quand même très très réduit et une partie de ce que je vais vous dire, même si c'est dit à grands traits, il faut le prendre avec des précautions, avec des pincettes. On n'a pas une vision panoptique du monde entier, en tout temps, en tout lieu, en permanence. En tout cas, les grosses lignes de tendance, on a l'impression de bien les analyser, mais je mets des conditionnels. La première évolution qu'on a observée, et je pense que c'est un fruit à la fois de la crise démographique mondiale, je tiens quand même aussi à dire en termes de second propos liminaire, c'est qu'une grande partie de l'avancée ou du contexte favorable au processus dont qu'on écoute aujourd'hui et qu'on valorise, est quand même aussi beaucoup tributaire de la santé démocratique des pays et des organisations. Quand on est en situation de fragilisation et d'érosion démocratique, les processus dont on est porteur et qu'on valorise ici sont mis en fragilité dans les pays, dans les régions, etc. Donc, il faut bien voir qu'il y a une conjonction entre la vitalité et la santé démographique dans les secteurs d'activité, au niveau de nos différents pays, de la société civile et des processus qu'on valorise. Donc, la crise démocratique internationale, les crises scientifiques aussi, les attaques dont le monde scientifique font l'objet depuis une bonne dizaine d'années, la crise sanitaire récente, a l'air d'accélérer une prise de conscience d'un point de vue de nombreuses institutions. Et depuis ces dernières années, je dirais 6-7 ans, on a vu toute une série de rapports internationaux, européens et nationaux, là je parle de la France, donc au niveau de l'OCDE, de l'UNESCO, du G7 Science, de la Commission européenne, en France du rapport Houillet, qui tend à alerter les institutions de recherche pour prendre ces questions-là vraiment beaucoup plus au sérieux. Donc je dirais que l'une des premières évolutions, c'est qu'on a le sentiment que ces questions-là sont dans un agenda beaucoup plus élevé qu'il était il y a 10, 15 ou 20 ans. Et qu'aujourd'hui, ces questions-là sont vraiment sur la table et plutôt en haut de la pile. Donc, je dirais, première impression,
première faisceau d'indices, j'ai le sentiment, et ça se donne à voir aussi récemment au CIRAD, à l'IRD ou dans d'autres institutions, que cette question-là ne peut plus être éludée d'un point de vue institutionnel. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une meilleure prise en compte par les institutions de ceux dont ces collaborations de recherche sont le nom et sont le porteur. Le deuxième effet d'évolution de ces dernières années, dont on a aussi le sentiment que c'est marqué, et là c'est très marqué en France, il y a eu un renversement total du paradigme très ancien en France, il y a vraiment de la fin du 19e siècle, de l'entre-deux-guerres, du paradigme de la défiance versus paradigme de la confiance. En France, une grande partie, je dirais, du mainstream scientifique est resté convaincu, et pour une partie d'entre lui est toujours convaincu, mais commence à s'apercevoir que c'est pas forcément fondé en raison, que la société, dans son ensemble, n'a pas confiance dans la science. Et en cumulant les données qui vont à rebours de ça, on a pu, par exemple, en France, dans un texte de loi qui a été voté en décembre, qui s'appelle la loi de programmation de la recherche, quoi qu'on pense par ailleurs sur son contenu politique et idéologique, le texte de départ proposé par le gouvernement était extrêmement régressif, rétrograde et médiocre sur ces questions-là. Il continuait à rabâcher des faussetés scientifiques, comme quoi les sociétés contemporaines n'avaient pas confiance dans la science, ce qui est objectivement faux, et toute une série de rapports internationaux, européens et français le montrent très clairement. Et la loi le texte à laquelle on est abouti a renversé ce paradigme, et au détour d'un débat beaucoup plus raisonné et rationnel, on a quand même réussi à faire prendre conscience aux parlementaires français qu'en définitive, le terrain sur lequel les collaborations entre le monde de la recherche et la société pouvaient s'appuyer était un terrain beaucoup plus positif que les médias n'en donnaient la déformation. Au détour des crises sanitaires, des fake news et tout ça, on a toujours l'impression qu'en grossissant cette partie-là, il y a une défiance, il y a un chaos généralisé. Mais quand on va sur le terrain, quand les gens produisent, travaillent, le niveau de confiance, le niveau d'envie de collaboration est plutôt très bon. Donc j'ai le sentiment que ce renversement de paradigme favorise le discours qu'on tient sur ces recherches collaboratives. Ça, c'est une évolution par rapport à il y a 10 ans. Le troisième élément d'avancée, je dirais que si je vais prendre le cas de figure français, on est à l'orée d'une forme d'accélération de ces collaborations-là au niveau financier et institutionnel. Donc, il est très, très difficile de mesurer les avancées institutionnelles. Je vais en donner quelques exemples, mais il n'y en a pas des tonnes. Ce qu'on observe, et qui n'a pas bougé depuis 10 ans, c'est un trop faible portage politique au niveau des élus locaux, au niveau des parlementaires, au niveau des filières professionnelles, au niveau des établissements de recherche, de ces enjeux-là. C'est pas assez visible, c'est pas assez pris en compte. Vous me donnez l'occasion, enfin, vous me questionnez dans la seconde partie de votre interpellation sur est-ce qu'on a observé des avancées institutionnelles. Je dirais que les avancées institutionnelles, oui et non. J'ai le sentiment qu'on partage, par exemple avec le CIRAD, avec l'IRD, avec d'autres, on partage un vrai diagnostic, enfin on a un diagnostic partagé de la situation, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Par exemple, de ne promouvoir les collaborations de recherche que par le prisme de ce que Carrel évoquait sur le financement des recherches, entre l'amont, le pendant et l'aval, l'essentiel des efforts des établissements se concentre sur le pendant de la recherche. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il y a pas assez d'efforts consacrés à l'amont et à l'aval. L'aval, capitalisation, forme rédactionnelle d'articles, bon, il y a toute une série d'enjeux, mais en tout cas, on constate que, à force de ne promouvoir que du financement des collaborations de recherche, on s'aperçoit que le cumul d'expériences, et ça converge avec ce que je disais tout à l'heure, que les acteurs ont le sentiment de toujours recommencer à zéro, le cumul d'activités et le cumul d'actions ne fait ni une stratégie ni une politique. On peut se retrouver dans 20 ou 30 ans à continuer à financer des recherches collaboratives. Si on n'en tire pas le sel en termes institutionnels et politiques, on n'aura pas cumulé de l'expérience collective là-dedans. Donc, de ne se focaliser que par des appels à projets et de n'embarquer les acteurs que par le prisme des appels à projets est destructeur dans la durée. Ça fatigue les acteurs, ça fatigue les filières, et en termes politiques, ça ne construit pas grand-chose. Donc, je dirais que ça, c'est un vrai diagnostic partagé. Il a besoin d'agir à 2 niveaux, et ça fait partie de cette avancée institutionnelle sur lequel vous me questionnez, et qui, je pense, est un fruit
est une avancée dans le sens du diagnostic partagé. Il y a besoin de plus en plus dans les politiques d'établissement de travailler sur le financement et la favoriser le financement des collaborations de recherche, mais travailler sur la sédimentation et les apprentissages institutionnels, sur l'amont, le pendant et l'aval, sur l'ensemble du cycle des recherches. La deuxième avancée institutionnelle, alors je dirais pas que c'est une avancée, en tout cas c'est une évolution. Et je parle sous le contrôle, y compris du collègue du CORED, qui, si j'ai bien compris, est beaucoup plus centré sur les questions de santé et les enjeux sanitaires. En tout cas, c'est ce que j'ai pu comprendre. On a vu entre les années 80 et aujourd'hui un déplacement sur la catégorie des acteurs embarqués. Dans les années 80, par exemple, il y avait massivement, notamment dans le domaine de la santé, la présence des associations de malades et de patients. On a le sentiment, toutes filières confondues, sur l'énergie, l'agriculture, les questions de santé, qu'il y a un déplacement de plus en plus marqué vers les professionnels du secteur, vers les professionnels de la santé, les professionnels des filières agricoles, et que la catégorie, la sociologie des acteurs embarqués dans les recherches collaboratives est moins, je dirais, drivée par une citoyenneté active, pour le dire en des termes un peu en partie caricatural, mais j'espère que je me fais comprendre, et plus vers les enjeux de filière, de production, les enjeux socio-économiques. Typiquement, sur les questions agricoles, il y avait beaucoup plus d'associations militantes embarquées au début des années 2000. Aujourd'hui, elles ont presque disparu du paysage des recherches collaboratives au profit de filières professionnelles. Voilà, tout à l'heure a été évoquée la question du riz. On peut dire la même chose sur le manioc, sur Carrel évoquait, ou je sais plus qui, non, c'est Riccardo Bocci qui évoquait Véronique Chable, qui a beaucoup travaillé sur les choux-fleurs en Bretagne il y a une vingtaine d'années. On voit bien que là, aujourd'hui, il y a un déplacement vers les filières professionnelles. La troisième avancée institutionnelle, de mon point de vue, mais là je parle côté français, j'ai le sentiment. Je vais vous demander il vous reste une minute. Je comprends. J'ai le sentiment qu'il y a une meilleure organisation, je dirais, du sujet politique des acteurs non académiques embarqués dans la recherche. Je m'explique. Quand on cumule les catégories d'acteurs économiques et socio-économiques avec lesquels les établissements de recherche collaborent, on a vu qu'il y avait une grande diversité de nature socio-économique. Il y a des associations, des profits, des non-profits, il y a des petites TPE, des coopératives de paysans, etc. Et ce grand paquet-là avait des difficultés à se nommer. Dans la liste, on l'appelle le tiers secteur de la recherche. Et ce tiers secteur de la recherche, il catégorise cette masse d'acteurs qui collaborent avec la recherche académique et qui ne peuvent pas se réduire au monde industriel et qui ont parfois des enjeux marchands, parfois des enjeux non marchands, parfois des enjeux profit, parfois des enjeux non profit. Et on a le sentiment que ces acteurs-là, dans ce sujet politique, s'organisent mieux aujourd'hui comme revendiquant place dans les systèmes de recherche et d'innovation qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc ça sera je dirais la troisième avancée institutionnelle qu'on a pu observer. Et excusez-moi si j'étais trop long. Merci Lionel Larquet pour cette riche intervention, et je pense que ça fait peut-être réagir Étienne Inzelin qui est donc conseiller du président directeur général du CIRAD et instigateur de l'initiative Impress, donc qui met la question des acteurs du développement au centre des démarches de recherche et qui a donné lieu au développement d'outils d'accompagnement des réflexions orientées changement. Donc peut-être Étienne, je vais vous donner la parole pour vous exprimer votre point de vue par rapport à ce qui aura été dit par Lionel sur justement cette évolution, hein, mais ce portage toujours politique faible à l'intérieur des institutions, malgré des ouvertures, des évolutions. Comment est-ce que finalement vous, à l'intérieur d'Impress, à quel problème dans le fonctionnement de la recherche, finalement l'initiative Impress cherchait à répondre au moment de sa mise en place? Bon. Comment, finalement, aujourd'hui, vous voyez l'ancrage du chantier Impress dans le travail du CIRAD au jour le jour? Merci beaucoup de cette invitation. Je ne vais pas répondre à Lionel, mais je vais peut-être lui présenter une perspective, un regard différent, vu d'une direction générale d'un établissement comme le CIRAD sur le temps long. Donc, c'est une histoire qui remonte à 15 ans. Donc, à très gros grains, le CIRAD a une histoire où, pendant plusieurs années, dans les années 2000, il y a eu un grand débat entre le CIRAD et la recherche, est-il plutôt développement? Et puis en 2005, il y a eu un virage sur la science au centre et la volonté de compter en termes de reconnaissance scientifique et donc de publication, et bien d'abord.
Et puis ensuite, il y a eu cette interrogation sur l'utilité sociale. Quelle était l'utilité sociale de notre travail de CIRADien, individuellement et institutionnellement? Et donc, je pense que on est parti tard sur cette question de l'impact, mais ça a fait écho à ce que disait Lionel aussi. Mais c'est au niveau de l'institution qu'on s'est posé cette question. On est parti tard parce que dans bien des cas, nos partenaires internationaux géraient cette question-là comme une question de marketing en disant voilà, vous me donnez de l'argent, je fais tel. Et on a refusé d'entrer cette posture-là. Il y a un problème, là, Alex? Vous m'entendez? Je vous entends pas, Alex. Par contre, Agropolis International n'a pas vendu son micro. On m'entend, Étienne. D'accord. Donc, vous m'entendez là? Allô? Oui, moi je vous entends très bien, mais c'est le collègue d'Agropolis International qui n'a pas branché son micro, donc il parle avec son micro, mais nous on l'entend pas. Son micro. Ah d'accord. Ok, très bien. Donc je continue. Donc la question c'était au niveau individuel mais aussi établissement, c'est quoi l'utilité de mon travail? Quel impact réel j'ai? Alors qu'on avait utilisé souvent des études d'économétrie pour travailler cette question-là avant, là on a voulu entrer dans cette question-là de façon beaucoup plus renouvelée en disant mais quels sont les mécanismes à l'œuvre, quelles sont les causalités, la cascade de causalité entre nos productions, que ce soit des productions de technologie, de connaissances, de formation ou de partenariat, ça nourrit une cascade d'événements qui aboutit à des changements. Et comment ça marche? Et avec un parti pris d'apprentissage. Et donc, quelles sont les réelles causalités sur le temps long. Donc, on a réabordé cette question-là sans vraiment de méthode parce qu'il y avait 4 spécificités de l'établissement qui faisaient qu'on était démunis en termes de méthode. D'abord, on travaillait pour le développement. C'est quoi le développement? Comment on le mesure? C'est pas le revenu du producteur. C'est beaucoup plus long que ça, beaucoup plus loin que ça. Et donc, on ne sait pas mesurer le développement quand on parle d'impact. Ensuite, on parle d'agriculture, donc une matière vivante, multi-agente, très dépendante des contextes locaux et donc une certaine complexité. On n'est pas sur des innovations technologiques exclusivement, on est sur des innovations de multiples natures. Ensuite, le CIRAD, c'est un travail en partenariat. Comme Astou l'a signalé, il y a des asymétries, il y a des difficultés, c'est pas simple, c'est très spécifique. Et puis ensuite, très très important, le CIRAD travaille pour les pays du Sud. Donc, des questions de légitimité, des questions de cosmologie différentes, de contextes différents, d'échelles de valeurs différentes. Donc, in fine, toute cette question de l'analyse de l'impact qu'on avait sur le temps long renvoyait à ces questions de responsabilité et par rapport au développement, par rapport à notre mission. Et donc, ça a été mis en phase aussi par rapport à la grande diversité des travaux du CIRAD. COEX, c'est un bon exemple d'un travail sur le matériel végétal, mais on travaille sur beaucoup d'autres questions, y compris avec d'autres démarches participatives. On affiche beaucoup au niveau du CIRAD, de l'institution, qu'on veut co-construire les questions de recherche, qu'on veut co-innover, qu'on veut co-valoriser. Et en fait, le chantier IMPRES a essayé de traduire ça en termes de pratique et d'apprentissage. Donc, les mots d'ordre, je vais aller très vite parce que je sais qu'on est en retard, mais comment ça s'est ancré dans le travail du CIRAD au jour le jour? Les mots d'ordre, ça serait d'abord travailler sur un principe d'honnêteté et de culture de l'impact. La culture de l'impact, c'est quelque chose qui se traduit par des pratiques, non pas par des textes institutionnels, mais par des pratiques dans le quotidien des équipes, dans le quotidien des partenariats et dans une certaine modestie de la communication institutionnelle. Et donc, on a tenu à ça. La deuxième chose, c'est que c'est une démarche volontaire. Les gens, on n'a pas été adjudantaire, tout le monde s'aligne, on remplit des coches sur chaque projet, on veut définir l'impact. Non, on a fait une démarche volontaire. Et donc, ça s'est traduit aussi par un outillage. Ça veut dire qu'on est parti d'une analyse ex post sur le temps long, en analysant sur une quinzaine de projets, 10-15 ans, comment les causalités de notre action c'était un véritable travail de recherche pour comprendre ces causalités, pour ensuite travailler à partir de 2015 sur un travail sur l'ex-ante. Comment on travaille mieux sur nos théories de changement, comment on prépare mieux nos questions de recherche, comment finalement on met en œuvre ce slogan de dire on co-construit les questions de recherche, on co-innove et on co-valorise. Et donc là, Genovefa qui est là peut-être pourra compléter, mais là on passe d'une démarche ex post pour comprendre avec des leçons génériques sur l'importance d'apprentissage, des capacités, des relations avec les sciences politiques, sur le temps long,
jamais repartir de la feuille blanche dans un projet, partir d'une vision commune des changements qu'on veut générer avec les partenaires. Donc, on est au cœur de la question que propose Lionel tout à l'heure, pour travailler non pas seulement au niveau des grains de projet, comment on construit un projet avant avec les partenaires, mais aussi au niveau de grains de dispositifs de partenariat, les DP ou des feuilles de route filière. Donc voilà, très vite brosser un petit peu cette façon dont ce chantier Impress sur les 15 ans, ou je dirais les 12 ou 13 ans depuis sa genèse, a vécu au niveau institutionnel, pour essayer de dépasser le discours et faire rentrer dans les pratiques une culture de l'impact, un outillage de l'impact pour permettre individuellement aux chercheurs et aux équipes d'être plus intelligentes, plus cultivées quand il s'agit de travailler pour générer du changement. Merci beaucoup. Oui, donc on m'a transféré le bâton de régulateur des horloges, hein, ce qui n'est pas un cadeau. Donc je comprends que Célim qu'ils ont des difficultés depuis Agropolis. Donc je vais être très brève parce que je crois qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était alloué pour la conférence. Donc je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir, même si j'ai pris tout ça en cours. Je suis très embêtée pour dire un mot de conclusion parce que c'était très riche et qu'en un mot, on n'arrive pas à synthétiser tout ça. Donc, je vais peut-être dire simplement quelques mots du point de vue du CIRAD, pourquoi ce projet il est important et ce qui fait qu'on est si nombreux autour de la table aujourd'hui à réfléchir sur ce qu'on peut en faire. Ce projet, il est d'abord exemplaire par les partenariats au Sud. Et ça, on vient de le dire. Mais les partenariats au Sud dans le montage, puisque la qualité du montage, l'objet, la pratique, toute la façon dont il a été monté, produit, mené et la production auquel il a abouti est assez emblématique de ce dans quoi nous, le CIRAD, on se reconnaît. Et on se reconnaît dans cette notion de partenariat large, c'est-à-dire bien sûr nos partenaires qui sont coporteurs du projet avec nous, nos partenaires traditionnels de recherche au Sud, qui sont reconnus, légitimes, et aussi tous les utilisateurs, nos partenaires secondaires, ceux avec lesquels on a travaillé, ceux qu'on est allé chercher, ceux avec lesquels on est fiers de partager les résultats. Ce projet, il est aussi exemplaire par le partenariat qu'on a ici à Montpellier, si je peux le dire, puisque nous sommes en virtuel, mais en tout cas qu'on a au nord dans la structure, on va dire, française et qui nous a permis de travailler grâce au financement d'Agropolis, tous autour de la table. On a l'habitude de tous travailler ensemble, hein, l'INRAE, le CIRAD, l'IRD, AgroParisTech, tout le monde. Mais je trouve que la fluidité et la qualité de notre coopération sur ce projet, la plus-value de chacun, elle a été remarquable et je trouve que c'est aussi quelque chose qui doit être souligné. Sur l'objet et les thématiques, sur l'objet de ce projet même, je voudrais rappeler que ce terme, ce sujet sur la diversité des semences et la façon qu'on a de l'aborder, c'est un de nos champs thématiques stratégiques. C'est une de nos priorités d'établissement sous le thème de biodiversité, avec toute la complexité de ce terme biodiversité, à la fois la biodiversité des semences, la biodiversité naturelle et tout cet aspect transversale qu'elle implique, en embarquant nécessairement les SHS et en même temps en s'appuyant sur des connaissances dites de sciences dures assez solides, et en tout cas qui est pour nous un défi d'établissement. On est au cœur de nos priorités et on sait qu'on a une marche à monter comme établissement, CIRAD, qui est élevée et on est très mobilisé sur ce sujet. Vous aurez l'occasion de le voir, vous l'avez déjà vu dans les séminaires qui ont été organisés, mais vous aurez l'occasion de le voir dans les mois qui viennent. C'est aussi un projet qui est au cœur de nos priorités par tout le volet politique public, qui n'est pas facile, ce volet, qui n'est pas facile quand on a un établissement de recherche, mais qui fait partie intégrale de notre mandat et qui nécessite cette diversité de points de vue, de thématiques et qu'on a vu ici. Alors,
Pour reprendre les sujets que vous venez d'évoquer, notamment Lionel Larquet sur la question de prendre au sérieux. Oui, c'est un mandat qu'on prend très au sérieux du côté du CIRAD. Et d'autant plus qu'en fait, ces questions qu'on a évoquées, sciences et société, impact, c'est le reflet de la particularité du CIRAD, qui a ce mandat de recherche finalisé pour le développement, qui fait qu'il cadre, c'est à la fois cette institution de recherche, mais c'est aussi cette institution de coopération, c'est aussi cette institution qui va aller travailler avec tous les acteurs, et notamment les producteurs, les petits, les gros, un peu, qui va sur le terrain, je dirais, cet aspect extrêmement appliqué. Et cet aspect extrêmement appliqué qui nous amène à ne jamais produire qu'une seule chose, à ne jamais produire que des connaissances, à ne jamais produire que des partenariats, pour répondre à l'idée qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de cette mise en relation, et à ne jamais produire aussi que des solutions. Et c'est bien qu'on ait terminé par Étienne, parce qu'au fond, ce qu'on veut produire, on veut contribuer à un impact. On veut être un acteur de ce chemin d'impact. Et c'est pour ça qu'on a besoin du partenariat, de la connaissance et de tout ce qui a été mentionné dans ce projet. Et je dirais que sur ce dernier point et sur cette thématique justement dont on vient de parler, qui est une thématique de sciences et société, il y a un terme que moi j'aime bien, alors c'est peut-être une approche personnelle, mais j'aime bien la notion de redevabilité, pas comme les comptables, pas comme Bercy, mais c'est une notion assez simple qui est de rendre des comptes. Et rendre des comptes, c'est un vieux truc en France, hein, c'est la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est en passant un petit texte simple, mais au fond tout est dedans, et quand on a des doutes, c'est toujours un bon guide. Et qui dit « La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration ». Alors, comme direction générale du CIRAD, on est des agents publics, et comme établissement financé par l'État, on est agent public. Et ce que j'aime bien, c'est que ça a quand même quelques siècles, et pourtant, c'est bien la société comme le citoyen, comme voilà. Et nous, cet article 15, il faut qu'on le pense ici, et au Sud, avec nos partenaires. Ça rend les choses assez compliquées, mais je trouve que ça rend la mission assez noble quand même, et ça nous donne des perspectives sur ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Et c'est vrai que expliquer les complexités, et c'est bien ce qu'il y a dans ce projet, expliquer pourquoi à un moment les textes ne vont pas suffire, expliquer pourquoi on a besoin de travailler au plus près des acteurs si on veut faire changer les choses, expliquer ce qu'on a fait au bout de 5 ans, pourquoi il faut faire plus, comment avoir cette nécessité de transparence. Je crois que c'est quelque chose dans lequel on se reconnaît. Il y a à la fois de la modestie, ce qu'on a pu faire changer, ce qui reste à faire, mais il y a aussi ce dialogue qu'on va engager avec la société, parce que nous, institutions de recherche, on a un tout petit acteur, mais on peut faire changer les choses. Et dans ce rôle de tout petit acteur qui peut avoir un impact, qui peut mobiliser, je trouve que ce projet, qui est un petit projet, mais dont on est très fier, a des enseignements que vous avez tous soulignés, et je pense qu'ils ont été soulignés ce matin où j'étais malheureusement pas avec vous, et qui font que des projets COEX, il faut qu'on en ait d'autres à venir. Alors, il faut qu'on ait les financements pour, mais il faut aussi qu'on arrive à garder tous les partenaires qu'on a eu autour de la table pour garder cette équipe solide et continuer à avancer à la fois sur le sujet, cette thématique-là, mais aussi à avoir de l'impact qui est bien ce qu'on souhaite. Donc voilà, si vous me permettez, moi, j'en resterai là parce que j'ai trouvé que tout cela était passionnant, et je ne crois pas que je pourrais aller me lancer dans une synthèse de tout ce que vous avez énoncé. Mais en tout cas, je vous remercie d'être tous là. Je vois qu'il y a encore une cinquantaine de personnes qui sont en ligne, et plus d'une cinquantaine de personnes qui sont en ligne. Et donc, je vous remercie au nom du CIRAD, mais pas qu'au nom du CIRAD, de tous les coporteurs. Alors, je ne sais pas si Céline peut clôturer formellement, ou si c'est moi qui dois... Bien, donc nous n'avons malheureusement pas pu, pour des problèmes techniques, être avec vous pour cette fin de webinaire.
Et on en est extrêmement frustré, comme vous pouvez imaginer. Du coup, on fait cet enregistrement pour vous remercier de votre présence à tous. Remercier aussi très chaleureusement tous les membres du projet COEX qui ont permis de donner vie à toute cette profusion d'interactions, de résultats, et puis de moments de partage très forts qui ont eu lieu pendant ces 4 années. Un grand merci également à notamment Alexandre, sans qui rien de toutes ces séries d'ateliers qu'on a organisés dans cette fin de séminaire, de projet, n'aurait pu avoir lieu et qui nous a vraiment beaucoup aidé et soulagé dans cette phase finale. Et merci donc aussi à la technique, même si il y a eu quelques couacs sur la fin, mais je crois que globalement la qualité a été au rendez-vous et voilà, on espère vous retrouver en vrai à d'autres moments, une fois ces épisodes sanitaires derrière nous. Voilà. Et donc, dernier petit mot aussi. Donc, je rejoins Selim, bien sûr, pour les remerciements au niveau de tous les participants. Et puis aussi, sur la base des discussions qui ont eu lieu cet après-midi, c'est-à-dire qu'on va essayer à notre niveau, poursuivre cette dynamique à la fois au niveau individuel, donc à l'échelle des chercheurs, mais aussi au niveau institutionnel, comme ça a été discuté. Donc on a bien conscience que pour changer d'échelle et rendre ce genre d'approche plus légitime, plus visible au niveau des sociétés, il faut qu'il y ait des changements aussi au niveau institutionnel et on espère qu'on y contribue à notre niveau. Et avec vous surtout. Donc voilà, un grand merci à tous et puis à bientôt pour continuer ce chemin, cette aventure entamée là, il y a déjà 4 ans et demi. Merci, un grand merci. Au revoir. Au revoir.